Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, j'avais fait une petite pause cet été pour travailler sur d'autres projets horlogers que je vous présenterai bientôt et je suis ravi d'être de retour aujourd'hui avec le podcast qui va reprendre son rythme régulier. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de mon ami et collectionneur Benjamin. Salut Benjamin. Salut Marc, bonjour à tous. Et on va reprendre un petit peu cette tradition de faire un débat horloger. On a brainstormé quelques idées et je te laisse introduire le sujet sur lequel le choix s'est arrêté. Alors on a pas mal discuté et puis le sujet du jour sera, comment on peut dire ça, mode et montre, linge et montre, tissu et montre, voilà. Toutes les questions que tes auditeurs peuvent se poser, de comment, quelle montre porter avec un costume. Comment accorder une montre avec une tenue. Exactement, accorder une montre avec une tenue, accorder une montre, je sais pas, avec des couleurs, des matières, avec un style. Alors une première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est peut-être celle qui revient le plus souvent, j'ai l'impression, c'est déjà il y a un peu ce truc où on dit on peut pas porter une montre sport quand on est habillé avec un costume par exemple, c'est un peu une hérésie. Et toi, quel est ton point de vue là-dessus? Alors c'est un point très intéressant. Il y a des règles, je dirais, et la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ouais. Et tous les gars qui viennent un peu très moralisateurs, qui disent une montre sport, ça n'a rien à faire avec un costume, je suis pas du tout d'accord. Moi non plus, et à chaque fois le premier élément qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est la fameuse pub Rolex avec le Submariner, où tu vois quelqu'un qui est pas seulement en costume, mais vraiment en habit du soir, quoi. C'est pas juste le costume cravate de la vie de tous les jours. Et la tagline, c'était quelque chose du style que la montre était aussi à l'aise dans les profondeurs que dans un gala ou quelque chose comme ça, quoi. Bah exactement. Enfin, je veux dire, une montre, c'est hyper versatile. Et surtout, si on remonte, la vraie montre de costume, c'est une montre Gousset. Exactement. Et même j'entends souvent dire si t'es vraiment en costume du soir, etc. T'as même pas de montre précisément parce que t'avais soit un Gousset, soit juste maintenant on n'en parle plus, t'as plus de montre, mais exactement. T'as même pas de. Donc si on veut remonter à la base, la vraie montre du costume, la montre qui est habillée, c'est une montre Gousset. Après, on peut avoir, oui, effectivement, la dress watch, des montres qui sont très élégantes. Je pense qu'on y reviendra plus tard, parce que t'as du lourd, j'allais dire à nous montrer. Moi, je peux le voir, les auditeurs, faut pas le voir, mais du lourd à discuter, du moins. Après, si c'est une montre bracelet, ça peut être très versatile et je pense qu'avec un costume, toutes les matières et toutes les configurations de montre bracelet sont bonnes à prendre. Ah, quelque chose que j'ai remarqué pour aller dans ton sens, c'est qu'effectivement, moi, ça me choque pas de mettre une montre sport avec un costume. Il faut néanmoins qu'elle ait un minimum d'élégance, etc. Il y a des montres sport, on a déjà parlé ensemble des montres des Garmin ou des choses comme ça pour revenir encore sur le sujet. Là, tu pourrais pas le mettre avec un costume ou vraiment, je pense à une grosse IVC 47 mm, et il y a des gros modèles comme exact. Ça je me verrais pas les porter avec un costume, mais que exact. Ça soit une Sub, une Speed, une Overseas, une Royal Oak, enfin toutes ces montres là, ouais. je serais pas du tout. Les plongeuses ça passe parfaitement. D'ailleurs on appelle ça un peu communément les desk divers. Ouais. Et je trouve ça assez drôle en fait, c'est les comptables qui vont chez Rolex et qui s'achètent des montres professionnelles, qui ont besoin de plongeuses, elles vont plonger en fait dans un fichier Excel. Sur un fichier Excel, voilà, vraiment sur le clavier et sur le fichier Excel et pour scroller. Ouais. Et c'est pas si mal. D'ailleurs, une sub, c'est quand même super beau. Enfin, je veux dire une sub qui n'est pas défoncée, qui est bien polie. J'aurais te dire même un peu défoncée, qui a vécu même un peu défoncée. Alors après, quand elles sont défoncées, il y a vraiment un côté qui est actif. Je sais pas si ça va aller avec un costume qui est défoncé. Après, si elle a une patine, c'est différent, parce qu'elle peut avoir une patine qui est élégante. Mais oui, une sub, je veux dire le bracelet Oyster Steel,
c'est hyper beau. C'est hyper beau et en fait ça peut très bien se marier avec un costume. Et donc voilà, j'avais toujours trouvé que la montre sportive, tu pouvais la porter avec un costume et puis ça crée un petit peu ce contraste qui était, je pense, un peu plus sympa. Tu casses le côté hyper formel de ton costume et puis même, je pense que le costume aujourd'hui se porte différemment d'à une certaine époque. Donc tous ces contrastes-là, ces équilibres, ils sont beaucoup plus présents aujourd'hui. À l'inverse, j'ai plus de mal avec une montre super habillée qui serait portée sur une tenue genre hyper décontractée. Tu vois, je verrais pas une montre vraiment le summum de l'élégance. Je sais pas, tu penses à une très belle montre vintage, élégante, je sais pas, tech, gère vachement n'importe quoi, avec quelqu'un qui sera en claquette, quoi, tu vois. Dans ce sens-là, ça marche. Je trouve que ça marche moins bien. C'est compliqué, effectivement, ça marche moins bien. Après, je trouve qu'il y a des très bonnes surprises et il y en a, ça marche. Par exemple, je me dis un rappeur avec un délire vraiment streetwear, avec un style qui va être bling. Imagine-le avec soit une Patek Ellipse au poignet, une American 21 de chez Vacheron, ou une Tank chez Cartier. Mais ça peut vraiment le faire. Complètement, là je te rejoins. Mais ce sont des montres qui ont tellement une identité forte qu'elles traversent un petit peu tous les trucs. Exact. Et c'est comme ça, tu vois, justement, tu parlais de rappeurs, on en voit souvent, en tout cas j'en ai en tête un qui portait une crash de Cartier. C'est génial. Évidemment que c'est génial. Et la montre, elle a tellement ce design fort qu'elle peut finalement aller avec tout. Et dans ce cas-là, finalement, ça marche aussi. Effectivement, il faut que la montre ait un design fort et qu'elle soit extrême dans sa proposition. Exactement. En plus d'élégance. Exactement. C'est là où tu vas créer le fameux contraste qu'on a. Exactement. Il faut le contraste. Si c'est une montre qui est élégante mais qui est pas non plus une dress watch à 100%, effectivement, ça va être un peu ennuyeux et je sais pas si ça va fonctionner. Après, avec un costume, on l'a dit, ça marche très bien un bracelet acier, ça marche très bien des plongeuses. Pour moi, ça marche très bien aussi un bracelet caoutchouc. En plus, avec des caoutchoucs qui sont colorés, ça peut être hyper bien si c'est accessoirisé. Par exemple, je sais pas, on a un bracelet caoutchouc orange, et on a une cravate orange, ou on a une pochette orange en fait sur un costume bleu. Ça fait un rappel qui est hyper intéressant, qui est assez coloré. Donc il y a un côté un peu sapeur qu'il va falloir assumer. Mais du moment que c'est assumé et que c'est bien exécuté, je pense que c'est quelque chose qui marche très bien. Puis en parlant de rappel, ça me fait penser aussi à cette règle un petit peu communément admise, d'accorder ton bracelet, si tu peux, donc il est de cuir, justement avec que ce soit les souliers, la ceinture, etc. Très important. Très important. Et d'ailleurs, je dirais c'est ça le fashion faux pas en fait qu'on voit numéro 1. Le gars qui va être très moralisateur et qui va dire on peut pas mettre une montre sport avec un costume, il va arriver, en fait il a uniquement sa dress watch, mais il a pas les souliers et la ceinture qui va avec. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément qui pêche. Qui pêche généralement. Où c'est assez intéressant. T'as un gars, il débarque avec sa montre et elle a un bracelet, je sais pas, alligator noir. Et il se retrouve avec, par exemple, elle est en or rose, bracelet alligator noir. Il a une ceinture qui va être marron, cuir de veau, avec une boucle en acier. Donc je laisse pas ça. Et il va avoir des pompes marron aussi. Il faut vraiment, sur ce triumvirat là, bracelet montre, ceinture, souliers, essayer minimum d'aligner les couleurs, et après si on peut le faire, c'est aligner les matières. Là c'est au top. Et bon, alors là, évidemment, il va falloir avoir une collection de montres qui permettent de parer un petit peu à tout ça, mais c'est aussi tout l'intérêt d'une tendance qu'on voit de plus en plus de montres qui avec les bracelets interchangeables. Exact. Etc. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que maintenant, c'est plus seulement les marques qui vont venir avec des produits qui ont des bracelets interchangeables, c'est même les bracelets dans le commerce eux-mêmes qui ont un mécanisme et qui permettent de s'adapter. Exact. Les manufactures et différentes marques l'ont bien compris. Et on voit qu'il y a à chaque fois des différentes nouveautés, l'interchangeabilité, en fait, le hassle-free, comme ils disent les Américains. Ils ont tout à gagner, parce que on n'a pas énormément de bijoux quand on est un homme, donc si on est un peu coquet et qu'on aime bien varier les styles et les plaisirs, on n'a pas grand chose par rapport
autre qu'une montre en fait, quoi, pour faire plaisir. Bah, tu me fais la passe là pour un autre sujet connexe à ça. Ça va être les accessoires autour, enfin liés à la montre et voilà, autour de tout ça. Et ça me fait penser évidemment à l'Ellipse de chez Patek, donc modèle très, si on devait le résumer, un des modèles un petit peu emblématiques quand même de cette marque, cette forme donc elliptique, d'où le nom, basée sur le chiffre d'or, une montre qui a été sortie en 68. J'aime bien dire que c'est le cadran bleu originel parce que c'est avant la Royal Oak, avant la Nautilus, etc. C'est vrai. Donc 4 ans avant la Royal Oak, t'avais ce modèle, ce cadran bleu qui existait déjà, qui se faisait évidemment avant, mais voilà vraiment qui faisait partie intégrante du design, cadran en or d'ailleurs, il faut le souligner. Voilà, c'est un peu le modèle originel. Et cette forme elliptique a été déclinée en accessoires, que ça soit bouton de manchette. Avec la même forme, le même cadran, t'avais des pinces à cravate, t'avais des porte-clés, des briquets aussi, qui sont très recherchés d'ailleurs, un petit peu tout ça. Et finalement, ça te permettait d'accessoiriser puis de faire un lien aussi avec ta montre. Je pense du côté de chez Vacheron, il y avait aussi bouton de manchette avec la 1972, qui a une forme un peu de trapèze. Très sympa. Et j'ai déjà vu justement un collectionneur qui avait qui portait et la montre et les boutons de manchette. Et d'ailleurs, en parlant de boutons de manchette, t'as les Royal Oak, les 15-400, les 15-500, les 15-202, qui sont des montres sport, qui sont des montres acier ou pas que, et il peut avoir des versions or. Mais voilà, même sur la version acier, on va aujourd'hui chez Audemars Piguet, on peut avoir les boutons de manchette qui sont assortis. Ouais, et Patek le fait aussi avec la Nautilus, etc. Après, je trouve ça, moi ça me fait toujours marrer ça, puis voilà, j'ai l'âme du collectionneur, donc ça me parle de façon générale. Après, il y a toujours un peu le risque de transformer un petit peu en vendeur boutique avec tous les accessoires comme ça. Donc je pense qu'il faut faire attention. Il y a un côté un peu énervé, quoi. Ouais. C'est vrai que tu fais un peu bon voilà, les auditeurs faut pas le voir, mais on est sous les yeux, on a ton ellipse, les boutons de manchette, plus le porte-clés. Ils sont magnifiques. Après, si on porte les trois et de manière limite ostentatoire pour que tout le monde puisse le voir, ça fait un peu catalogue Patek. Mais du point de vue du moment que c'est assumé, c'est la même chose. Dès que c'est assumé, en fait, ça en jette. Et puis, je dois dire, on a déjà eu plusieurs fois ces discussions. Tu sais, moi, je suis pas du tout bouton de manchette. C'est pas quelque chose que je trouve de pratique et j'ai pas véritablement, je sais pas, j'aime pas ça plus que ça. J'ai pas véritablement d'appétence pour ce type de bijoux. Après, je dois avouer que si je devais me payer une seule paire de boutons de manchette, j'aimerais vraiment le faire dans ce genre de délire où c'est vraiment assorti avec une montre et un modèle spécifique et qui vient de la manufacture de ta montre. Ouais, clairement. Ouais. Enfin moi c'était vraiment l'aspect collectionneur moi qui m'avait attiré un petit peu à ça et voilà, j'aimerais bien avoir le briquet, genre de choses là, enfin tout cet accessoire là, encore une fois c'est sur un aspect un petit peu plus collectionneur quoi. On parlait des matériaux, il y a aussi à prendre en compte, je dirais la couleur même du cadran. Je trouve en ce moment il y a cette, on peut parler presque de mode quand même, je veux dire il y a 10 ans, on voyait pas de couleur dans les montres. C'était t'as ta montre cadran silver ou noir. Exact. C'est à peu près ça. Oui, alors t'avais Royal qui existait toujours le bleu, voilà, mais c'était pas plus popularisé que ça. Et puis là, on voit des couleurs partout. Donc il y a eu cette mode du bleu, cette mode du vert. Il y avait des rouges. Il y a les couleurs un peu pop là, comme les Oyster Perpetual que Rolex a fait. Alors si on est vraiment on va dire honnête, c'est pas des nouveautés, c'est des cadrans qu'ils ont réédités, qui existaient, qui étaient déjà au catalogue. Mais c'est vrai qu'il y a ce renouveau-là autour de la couleur dans les montres. Est-ce que toi c'est quelque chose voilà que tu prends en compte par exemple si tu dois composer ta tenue, etc. Est-ce que tu vas regarder un petit peu ces choses-là? Complètement. Et encore une fois, je reviens aux petits accessoires. Quand on a un cadran orange ou un cadran qui est, je sais pas, un bleu qui va être assez flashy ou jaune. Ça peut être des touches qui sont intéressantes qu'on va retrouver sur des pochettes, sur des cravates, sur des lunettes aussi. Ça peut être pas mal. Bon, il faut être quand même sacrément accroché pour avoir des lunettes oranges, mais pourquoi pas quoi. Enfin, je veux dire, si on a des lunettes oranges avec une montre qui a un cadran orangé,
Ça peut être bien. Les chaussettes, il y a un gros truc à jouer sur les chaussettes. Et plutôt avoir, pareil, un cadran orange, avoir des chaussettes, je sais pas, alors fameuse Rolex, voilà, t'en parles, qui est l'Oyster Perpetual, celle qui a un cadran moutarde, le jaune là. Ouais. Elle est très belle. Un portable, c'est ça que tu veux dire? Ah non, elle est très belle, et justement, en plus, on peut avoir des chaussettes moutardes qui sont assorties. Moi, je trouve qu'il y a un énorme combo, quoi. Un mec qui pointe au bureau avec ce genre de combo, respect. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'était là un petit peu aussi où je voulais en venir. Je trouve que c'est voilà, une fois que tu l'as fait une fois, ce combo-là, tu vas pas le sortir tous les jours, et ça devient finalement, je trouve, pour revenir au sujet, assez dur à porter un petit peu au quotidien. C'est là où avoir des montres un petit peu plus, enfin des couleurs un peu plus conventionnelles. Et on parlait du cadran bleu. L'avantage du bleu, c'est qu'on porte tout le temps plus ou moins du bleu. Enfin, on porte souvent une couleur qui en tout cas pourrait se marier avec du bleu si on ne porte pas déjà exact. Au du bureau, le premier costume qu'on a, le costume business, il est bleu, quoi. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, il est pas noir parce que c'est un truc de serveur, et il est pas blanc parce que c'est Eddie Barclay. Ouais. Donc on se retrouve avec un costume bleu. Donc effectivement, avec une montre à cadran bleu, en plus sur une Royal Oak, je me dis avec un cadran où il y a ce fameux guillochage. Tapisserie, pardon. Avec des reflets de lumière, ça va être aligné. Je veux dire, ça va être raccord avec un beau costume bleu ou même une chemise bleue unie, quoi. Et alors justement, tu parles de Royal Oak, tu parlais de boutons de manchette, etc. Et ça me fait une image en tête. Je regardais des interviews cinéma, Alain Delon, etc. des années 80. Et lui, tu le vois porter sa Royal Oak. Il en a une depuis toujours, je pense, plus ou moins. Évidemment, hyper bien habillé, comme il est, comme la société l'était peut-être un peu plus aussi à l'époque, en plus à la télé, tout ça. Et finalement, pour revenir au premier sujet, tu vois que donc lui, il est en costume, bouton de manchette, il a sa Royal Oak, et tu vois que finalement, je me défie n'importe qui dirait voilà, non, une montre sport, ça peut pas aller avec un costume, de regarder ces interviews-là, puis de dire que la montre ne va pas bien, elle n'est pas bien portée, quoi. Bah ouais, c'est clair. Une montre sport, ça passe parfaitement. Honnêtement, maintenant, c'est assez versatile pour aller avec tous les types de tenues, quoi. Et le critère, je pense, le plus important, enfin un des critères en tout cas hyper important là-dessus, je trouve, c'est vraiment la finesse de la boîte. Ouais. Parce que c'est ça qui va se permettre que ça se glisse sous une chemise, sous un costume. Très important, parce que effectivement, alors un mec comme Gianni Agnelli l'avait fait de manière très futée en mettant les montres qui étaient trop grosses en fait par-dessus la manche. Ouais. Et je pense que cette signature, je sais pas, j'ai pas cette information, mais je pense que c'est par pragmatisme en fait qu'il l'a balancé par-dessus sa manche. Je veux dire, puisqu'il pouvait pas la mettre en dessous. Exactement. Je suis persuadé que c'est ça. Il y a un espèce de bon sens italien avec ce flegme et cette élégance qui est bien transalpine aussi. Donc oui. Le problème, c'est que on va pas dire aux auditeurs de refaire la signature de Gianni Agnelli parce que le problème c'est faut pouvoir l'assumer là aussi. Ouais, faut pouvoir l'assumer, et puis là ça fait un peu copieur qui est pas très inspiré, et ça va être compliqué de passer pour autre chose qu'un zozo au bureau en faisant ça. Donc effectivement, avoir une montre qui est trop grosse, et ça c'est un des autres fashion faux pas aussi, où on voit la montre qui est trop grosse qui peut pas aller sous la manche de la chemise, et même parfois quand elles sont trop grosses qui sont de montre sport, qui vont pas correctement sous la manche de la veste. Ouais. Alors là, il y a un côté ça pêche. Ouais. Ça pêche. Il y a un côté effectivement le gars au gros bras qui sait pas quoi faire en fait de son gros poignet, quoi. Et c'est pour ça il y a aussi je pense une tendance, je sais pas si on peut parler de mode, mais au moins de tendance sur tout ce qui va être vêtements sur mesure, chemise sur mesure, etc. La petite astuce, c'est toujours rajouter 1 centimètre, 1,5 centimètre sur ton poignet gauche, si tu portes la montre à gauche, finalement. Exact. Mais ça te permet, si t'as une montre, sans même qu'elle soit hyper épaisse pour autant, mais juste, qu'elle puisse en tout cas se glisser facilement, sous la manche sans remarquer, quoi. Exact. Et puis, et pour les gens qui font pas de chemise sur mesure ou même de demi-mesure, il faut regarder, il y a pas mal de chemises de prêt-à-porter où il y a 2 boutons en fait. 2 boutons pour avoir 2 tailles. Ouais. Et ça c'est pas mal du tout, c'est parce qu'on se retrouve avec le poignet qui est libre, bien serré, et le poignet qui porte la montre, et on se retrouve, on la
plus grande taille et on peut la faire passer confortablement sous sa manche. Et alors il y a un autre sujet un petit peu, si on rentre là-dedans, ça va être vraiment tout ce qui est on va dire la montre habillée de façon générale. C'est quelque chose que et toi et moi on prophétise un petit peu le retour. On se dit finalement après tout l'horlogerie c'est qu'une question de cycle. Ouais, c'est des va-et-vient. Exactement. On a énormément on est vraiment dans un cycle montre sport en ce moment, mais j'ai l'impression que malgré tout il commence par touche à avoir un petit peu plus de montres habillées. Et moi, je serais pas étonné que ça redevienne un petit peu sur le devant de la scène. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est clair qu'on est dans une période où la montre sport, elle est hype. Mais aussi, c'est la montre sport qui a quand même été, qui était rendue plus portable. Dans quel sens? Enfin, je veux dire, les 47 mm sur des nouveautés, on en voit de moins en moins. Ouais. Il y a 10 ans, c'était le gros truc qui était à la mode, d'avoir des montres qui étaient disproportionnées, des 47 mm, des trucs épais. Même sans aller dans cet extrême-là, mais globalement, t'avais des montres 40, 42, 45, c'était le standard, quoi. Exact. Là, on a pas mal de montres sport, mais c'est pas mal de montres sport qui sont généralement entre 40 et 42. T'as encore pas mal de nouveautés 44, mais moi j'ai l'impression que les nouveautés du 45 et du 47... Non, enfin, de façon générale, tu vois que les diamètres sont revenus à des tailles... Donc c'est pour ça que t'as des montres sport qui sont des montres acier avec des bracelets acier, ou alors des montres hors bracelet or, avec un design sport, mais on est sur des tailles qui sont plus portables entre guillemets que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et si on suit cette évolution, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que la dress watch, elle va redevenir en fait une icône horlogère, ça va revenir dans l'air du temps, et puis surtout, on en parlait au début de notre conversation, c'est l'autre contraste. Là maintenant, ce qui est communément admis, c'est le contraste montre sport sur tenue chic. Et je pense que le contraste qui va arriver, c'est montre très élégante sur tenue hyper décontractée. Et je suis d'accord avec ça, et je pense c'est les montres chic qui vont sortir du lot un petit peu, c'est celles, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont un design très très fort, très très marqué. Quand je pense à ça, je pense évidemment à la Reverso, qui est un peu un des archétypes de la belle montre habillée, mais de la même manière, Cartier a des magnifiques designs, on parlait de la Crash, de la Tank, ou même des modèles type la Cloche. Et on voit que c'est d'ailleurs des modèles qui commencent à revenir un petit peu dans le catalogue, tu vois, les Tanks asymétriques, les cloches, etc. L'ellipse, je l'avais là sorti comme ça pour autre chose, et puis finalement elle illustre bien. Il y a aussi une grosse offensive du squelette. Et le squelette, à la base, bon, maintenant, ils font des propositions contrastées, des montres sport qui sont squelettées. Mais quand même, le squelette, c'est quelque chose, c'est un style qui était sur des montres habillées, quoi. Historiquement, parlant. On voit tes premiers squelettes, c'était, je passe sur des traditionnels chez Vacheron Constantin. Tu vas voir des quartiers qui sont squelettés, aussi bien sur les tanks asymétriques et compagnie. Donc, oui. Et après, il y a un truc qu'il faut garder en tête. Non seulement t'as raison, c'est le design de la montre, mais aussi, c'est fou, quand on change le bracelet, à quel point ça peut changer la montre. Je veux dire, une montre qui est très élégante, qui est une dress watch, sur sa proposition la plus dress watch, la plus élégante, elle va se retrouver sur un cuir alligator qui va être glacé, qui va être brillant. Sans aller jusqu'à la mettre sur un rubber, mais déjà tu la mets ne serait-ce que sur un bracelet qui est synthétique, une sorte de canvas ou autre. Tu changes complètement le style. On dit souvent, acheter un bracelet, c'est le moyen le plus simple et le plus économique de changer le monde finalement. Exactement. Et c'est vraiment ça. Après, et je vais aller un peu à l'encontre de ce qu'on dit là, mais personnellement, j'ai un petit peu de mal avec ça, dans le sens où je change très rarement les bracelets, parce que j'associe vraiment un bracelet avec une montre. Et pour moi, ça fait partie intégrante du design de la pièce. Et je suis pas le genre de personne à changer des bracelets un petit peu tout le temps. Tu parlais de l'Oyster Steel chez Rolex, j'aime bien ce côté. Une Submariner. Tu vas pas te poser la question du bracelet quoi, ça sera ton Oyster Steel, point barre, tu vois. Et j'aime bien ce côté un petit peu
à quel point ça rentre vraiment dans la création de la montre, dans sa conception, dans son design, et que c'est pas quelque chose que tu vas changer tout le temps, tu vois. Oui et non. Oui et non. Je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure, c'est que si dans sa collection on est orienté icône, et quand tu achètes une icône, tu veux garder l'icône, c'est clair que tu vas pas changer le bracelet. C'est clair que tu vas pas t'amuser à redéfinir un peu les codes de ta montre. Voilà, je veux dire, sur ta Datejust Vintage, tu vas rester avec ton Jubilé parce que c'est le cimetière Jubilé. Sur ta Panerai, tu vas rester avec un bracelet caoutchouc parce que c'est caoutchouc. Sur ta Sub, tu vas rester avec ton bracelet Oyster Steel. Et puis sur ta Dress Watch, tu vas rester avec ton bracelet en alligator et brillant. Après, je pense qu'il y a pas mal de montres. Effectivement, c'est compliqué de le faire sur des montres qui sont véritablement des icônes. Mais des montres qui sont pas nécessairement des icônes horlogères, qui sont sur un entre-deux. Je pense à des anciennes Seamaster qui sont vintage. Et en plus, ces anciennes Seamaster des vintage des 70s et des 80s, elles venaient parfois en série avec des bracelets acier, mais qui sont assez vilains et que je trouve en termes de design qui sont assez dégueulasses par rapport au bracelet de la Speed, par exemple. Et là, c'est hyper intéressant d'avoir un bracelet cuir, d'avoir un atto. Et d'ailleurs, hyper intéressant, James Bond, les dernières Seamaster. On regarde les évolutions, tu regardes dans GoldenEye, la Seamaster qui porte, elle a un bracelet acier qui est dégueulasse, soit dit au passage. Et puis maintenant, sur la dernière proposition, elle a un canvas, un bracelet synthétique avec non mais c'est un atto en fait. Une sorte de natto. C'est une sorte de natto. Tissu, je sais pas quoi. Tissu, c'est pas vraiment un canvas, c'est vraiment un natto qui est bien fin et il a ces deux bandes de couleurs qui sont noires, il me semble, et c'est une sorte de gris ou un vert gris. Et elle a vraiment de la gueule, la montre. Elle a plus de gueule que sur son bracelet acier qu'ils avaient fait initialement. Et c'est vrai que t'as raison là sur le côté les petites Seamaster comme ça. Finalement, on est sur c'est des montres très sympas. Je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Tu peux trouver des jolies montres pour moins de 1000 balles en vintage comme ça. Et c'est quand même sympa. Et finalement, c'est des designs qui sont assez classiques finalement. Si je suis un peu taquin, je dirais presque chiant. Et c'est vrai que le fait de changer le bracelet finalement et d'oser un petit peu plus là-dessus, là tu peux rajouter un petit peu plus de vie et de dynamisme à ces montres-là. Autre très bon exemple, des Rolex comme des Daito, des Yachtmaster qui sont sur des matières précieuses, avec des boîtes en or gris, en or rose, en platine. Ce qui est hyper intéressant pour la rendre plus élégante et moins sport, on fait sauter normalement le bracelet métallique et on met un Oyster Flex. Et tu dis c'est un rubber, c'est un caoutchouc, c'est un truc qui est le plus sport, mais en fait ça lui donne un côté comme si tu vas dress watchiser une montre sport. Et c'est énorme. En fait le rubber qui était initialement la matière la plus sportive que tu peux avoir, en fait elle devient vient presque habiller cette montre. Exactement, elle devient une matière pour habiller une montre. C'est énorme. Après, l'avantage de ça, c'est que t'as plus de confort souvent, mine de rien, ça te change complètement le poids de la pièce, parce que quand t'as une pièce qui est déjà en platine ou en or, c'est clair, et que tu rajoutes un bracelet en entier, et puis c'est un prix qui est démentiel aussi. C'est clair. Un bracelet peut être le prix d'une montre, quoi. Donc mine de rien, ça permet d'avoir un certain équilibre là-dessus. Bon, je pense qu'on a encore un élément. J'ai un sentiment qu'on a bien fait le tour de la question. Je pense qu'on a effectivement bien dressé le tour. Donc, merci à toi, Benjamin. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir, Marc. À bientôt, tout le monde. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.